Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous laisse le temps de vous installer parce que je sais que la queue est longue dehors et que vous faites l'objet d'un tri très scrupuleux, d'une surveillance très précise. Donc vous allez continuer à arriver pendant que nous parlons. Donc ça me laisse le temps de présenter ce troisième débat pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Le troisième débat qu'on a choisi d'intituler « Qu'est-ce qu'être français ?» L'interrogation qui est la nôtre aujourd'hui, puisque finalement, avec la question de la déchéance de la nationalité, se pose la question de savoir la valeur que l'on accorde à cette nationalité. En clair, est-ce que la nationalité française serait synonyme d'une identité française? Donc, interroger la distinction entre nationalité et identité. Et puis, si une nationalité peut être déchue, est-ce que ça veut dire que celle-ci serait un droit ou un privilège dont certaines personnes se verraient retirées, qui serait retiré à certaines personnes? Sophie Guérard de la Tour, je le disais, est-ce que lorsqu'une nationalité dite française, on va voir ce qu'on entend derrière ce terme français, peut être déchue, est-ce que ça veut dire que celle-ci serait un droit ou davantage un privilège? Alors, la difficulté que pose ce projet de déchéance de la nationalité, c'est qu'il tend à entrer en tension avec un des principes fondamentaux de la République, qui est un des traits essentiels de l'identité française, à savoir l'égalité de tous devant la loi, article fondamental, premier article de notre Constitution, sans distinction de race, de religion et d'origine. Or, à partir du moment où on déchoit de sa nationalité un binational, cela veut dire qu'on inscrit dans le droit le fait de tenir compte de l'origine de cette personne. Donc, il y a déjà ici un problème entre la manière dont les principes politiques de la République donnent sens à cette identité française et la manière dont on l'interprète vis-à-vis de ceux qui seraient suspects de ne pas être parfaitement à la hauteur de cet idéal politique. Première tension, et qui pose aussi, de manière peut-être plus générale, un problème relatif à la manière dont on pense la question de l'identité en rapport à l'intégration. C'est-à-dire qu'être français, c'est avoir intégré en soi, intériorisé une identité qui est bien évidemment individuelle, mais qui correspond aussi à un cadre collectif, une identité collective. Et de plus en plus dans les débats politiques, dans les débats publics, ces questions d'intégration sont envisagées sous un angle individuel, moral, sous un angle on pourrait dire quasiment kantien. Il faudrait faire preuve d'une bonne volonté d'intégration. Il faudrait mériter, en fonction de la qualité de ses intentions morales, cette intégration. Or, il me semble qu'envisager l'intégration et l'intériorisation d'une identité de la sorte est tout à fait décalé par rapport à ce que l'on apprend de la réalité d'une intégration nationale lorsqu'on regarde les travaux historiques, les travaux sociologiques sur l'émergence des nations contemporaines, le moment où, sur un territoire donné, l'ensemble des personnes disposant d'un statut juridique, à la base celui de citoyen français, commencent à s'identifier personnellement à ce statut, à cette identité française, alors qu'auparavant, ils se voyaient plutôt bretons, berrichons, corses. Qu'est-ce qui a fait, à quel moment les Français ont commencé à se sentir plus français que bretons, corses ou berrichons? Et on se rend compte, à la lecture des travaux historiques et sociologiques sur cette question, que c'est assez récent. Être français, c'est une réalité qui s'est sociologiquement généralisée de manière assez récente. Nous, en ce qui nous concerne, parce que ce mouvement de nationalisation du lien social, il concerne toutes les démocraties nationales modernes, mais pour la France, c'est essentiellement sous la Troisième République que ça s'est fait. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, émerge une culture nationale particulière, mais qui est une culture d'un nouveau type, dont on pourra parler plus avant, mais j'en dis juste quelques mots, qui est une culture politique et juridique essentiellement, bien plus qu'une culture qui serait liée à des racines, à un terroir, à un enracinement dans des choses qui auraient précédé cet idéal de l'égalité politique. Donc être français, je pense qu'il faut revenir sur cette corrélation très étroite entre du politique, des principes universels, les principes républicains, et de l'éthique, le fait que nous formons un nous, une histoire commune attachée à ces principes, mais cette culture politique nous engage à avoir un certain contenu qui est en accord avec nos principes politiques, ce qui n'est pas nécessairement le cas lorsqu'on va penser l'intégration en réinvestissant des thèmes comme l'enracinement, le fait d'hériter de quelque chose qui serait à la limite préalable à ce moment de l'égalité politique. Voilà, la question étant de savoir effectivement ce que veut dire être français, ce que la valeur dont on investit la notion même d'identité française, la construction d'une identité française, à travers notamment la question de l'intégration telle qu'elle a été abordée rapidement, ne peut pas se faire sans une référence culturelle et notamment, disons, celle d'une image même, de la représentation dans l'image de ce qu'est être français. Sophie Guérard de la Tour. Alors, pour rebondir sur les deux interventions précédentes, je dirais que l'être français a été abordé par le haut.
Monsieur Finkielkraut nous a parlé de deux grandes figures politiques et intellectuelles de l'époque, Renan et Fustel de Coulanges, et vous nous avez parlé, Thierry Laugier, de Napoléon et de ce processus de construction culturelle mené par des élites politiques, esthétiques. Mais être français suppose aussi qu'on se pose la question en des termes sociologiques. À partir de quand des individus finissent par se sentir dans leur ensemble, je parle de tous les Français ordinaires et pas uniquement des élites. Bien sûr que la France existe depuis très longtemps, bien sûr que la réalité politique et culturelle de la France est une histoire séculaire, mais les travaux historiques sur la construction nationale, le processus de construction nationale qui se sont développés vers la fin des années 80, ont montré que ce sentiment d'appartenir à une nation est vraiment lié à un processus assez récent, vers la fin du 19e siècle essentiellement, où là, sociologiquement, le lien social se nationalise. Et à ce moment-là, ce qu'on observe, c'est que la culture qui fait que les gens vont se sentir liés est corrélatif à un nouveau mode de solidarité qu'a théorisé Émile Durkheim, donc un des pères fondateurs de la sociologie, qui a montré que dans les sociétés modernes, la solidarité entre les gens ne disparaît pas, malgré les progrès de l'individualisme, elle change juste de nature. C'est-à-dire qu'on n'a plus affaire aux solidarités ancestrale, traditionnelle, celle des communautés rurales, villageoises, qui étaient fondées sur ce que Durkheim appelle des similitudes, les mêmes ancêtres, les mêmes traditions. On passe dans les sociétés modernes où la division du travail se progresse, les fonctions sociales se spécialisent. On passe à une solidarité qu'il appelle organique, c'est-à-dire où les individus sont sommés de devenir de plus en plus différents parce que la spécialisation des fonctions sociales les oblige à l'être, et où la solidarité ne va plus reposer sur les réseaux locaux, mais au contraire sur cette nouvelle instance qu'est l'État, qui va devenir, comme le dit Durkheim, le ministre du culte de l'individu, parce qu'il faudra protéger les individus, leur capacité à s'émanciper des anciennes tutelles, en leur accordant des droits. Et donc c'est là qu'une nouvelle forme de solidarité émerge, une solidarité fondée sur le partage des mêmes droits politiques, civils, politiques et sociaux, surtout. L'historien de l'immigration Gérard Mariel a bien montré que ce qui a intégré les classes populaires au régime républicain sous la Troisième, c'était essentiellement le passage d'une république bourgeoise à une république sociale, où d'un seul coup, ça fait sens d'être français parce que l'État vous protège. Vous protège du chômage, vous protège de la maladie, vous protège de la vieillesse. Donc c'est un nouveau système de solidarité qui fait que progressivement, sans nécessairement qu'on s'en rende compte, parce qu'on parle d'identité, mais l'identité renvoie aussi à des aspects culturels qui ne sont pas nécessairement conscients, progressivement, les gens intériorisent cette nouvelle identité collective qu'est l'identité nationale. Est-ce que ça veut dire que l'identité nationale française, selon vous, est davantage affaire de liens culturels, juridiques et disons, oui, c'est ça, culturel et juridique, que davantage qu'elle ne relèverait d'un passé, d'une histoire, d'une mémoire collective? Alors, bien évidemment, l'émergence d'une nouvelle forme de solidarité n'évacue pas la question de la mémoire collective, c'est juste que celle-ci va changer de fonctionnement, c'est-à-dire que la mémoire, d'un seul coup, sera en partie produite, comme ça a été très bien montré, par les instances centrales, par l'État, et progressivement, c'est par l'école, c'est par les commémorations officielles, c'est par tout ce que la sphère publique met en œuvre qu'un nouveau symbolisme social commence à être partagé par les Français. Et là, la question qui se pose sur le rapport à la diversité, ce qui est très intéressant, c'est qu'on observe sur la Troisième République un moment d'assimilation culturelle très fort qu'on a observé avec l'homogénéisation linguistique du pays. C'est l'époque où les instituteurs de la Troisième luttent contre l'usage des patois afin que les jeunes Français commencent à parler un langage commun pour être citoyens d'une même communauté. Mais en même temps, au moment où on lamine les langues régionales, on commence à chanter la valeur, à faire l'éloge de la diversité des terroirs, qui sont en fait folklorisés et qui sont utilisés politiquement pour justement tenter de montrer cette image de la France qui arrive à tenir en son sein cette diversité de culture. Donc c'est intéressant ce double mouvement assimilation-reconnaissance de la diversité, dans la mesure où ce qu'on voit, c'est que l'État central décide un petit peu de la place à donner dans ce symbolisme national aux différentes cultures. Et la question qui se pose maintenant, quand on observe la diversité qui n'a cessé d'augmenter de la population française, le fait que l'immigration ait contribué à cette diversité, une immigration qui d'abord est européenne, qui ensuite est postcoloniale, que devient justement la symbolique sociale nationale face à cette diversité? Est-ce que cette diversité apparaît autant que les terroirs français ont réussi à l'être? Est-ce que la diversité postcoloniale, est-ce que la diversité de l'immigration apparaît autant que les terroirs ont réussi à apparaître dans l'imaginaire national? C'est une question que je soulève. Eh ben, peut-être que c'est le sens même de l'identité française ou identité culturelle française qui pose problème. Peut-être qu'il n'y a pas une définition unifiée à proposer. Mais alors, que mettons derrière ce terme même de français? Quand on dit qu'est-ce qu'être français, il faut bien qu'il y ait des référents communs, sinon le terme n'a plus de sens. Alors, ce qui me semble important, c'est de ne pas mettre en opposition le vécu, l'expérience personnelle et la dimension politique de l'identité nationale. Nous sommes traversés
par cette identité collective qui a des origines, comme je l'ai dit, politiques et juridiques. Elle nous touche dans notre vécu, donc c'est quelque chose, je veux dire, le simple fait, je parlais de la langue, de l'homogénéisation linguistique de la France tout à l'heure, nous pensons dans notre tête en français, donc l'identité nationale française nous traverse intimement. Par la langue, Par la langue, déjà. Alors, pas nécessairement la langue de la haute culture, parce que tout le monde n'a pas eu accès à la haute littérature, et pourtant, beaucoup de gens parlent français, pas forcément un très bon français. C'est pour ça que c'est parfois assez amusant quand on entend parler des tests de citoyenneté qui essayent de mesurer le mérite que vous auriez à être naturalisé ou devenir français en vous faisant faire un test linguistique. C'est amusant, sachant que beaucoup de Français échoueraient sans doute à ce test linguistique aussi. Donc bon, on peut se poser la question là de la justice, encore une fois, dans ce deux poids, deux mesures. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas à faire cette fausse opposition entre le vécu et l'identité politique. Plutôt se poser la question justement de ceux qui, parce que leur parcours personnel n'est pas nécessairement représenté dans la symbolique nationale, ont peine à trouver leur place dans cette identité française. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans une situation, on pourrait reprendre l'expression de Julius Dubois, qui avait travaillé sur le cas des Afro-Américains et qui utilisait cette expression de moi clivé pour définir leur perception identitaire. Ils sont clivés parce qu'ils se sentent à la fois américains, mais à la fois ils se sentent bien qu'en tant qu'Afro-Américains, ils ne sont pas des Américains comme les autres. Et il me semble que ça peut être la situation dans laquelle se retrouvent beaucoup de personnes minoritaires en France, dans la mesure où la symbolique nationale reste quand même partiale, exclusive. L'historien Gérard Noiriel a parlé de non-lieu de mémoire pour l'immigration en France, en montrant que nous n'avions pas, comme dans d'autres grands pays d'immigration, de lieu de mémoire pour honorer ce passé-là, pour honorer tout l'apport économique, démographique, culturel, humain que l'immigration a apporté à la France, et que nous restons dans cette idée que la France existait avant que l'immigration arrive en masse, alors que nous sommes de fait un grand pays d'immigration. Nous sommes restés dans cette idée que les immigrés se sont fondus dans le creuset français sans substantiellement nécessairement le transformer. Donc, pour toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans cet imaginaire national, il y a un problème de clivage identitaire, du fait qu'on est français, on peut se sentir français, mais on peut sentir aussi dans le regard d'une certaine majorité que l'on n'est pas complètement français. C'est ce qu'a bien mis en évidence les enquêtes de l'INED, Trajectoire et Origine, qui montrent que beaucoup de Français qui font partie de ce qu'on appelle les minorités visibles, ne se sentent pas reconnus comme français et que ça pose un réel problème de décalage entre leur identité personnelle et l'identité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, se sentir reconnu comme français? Qu'est-ce qu'on y met dans cette affirmation-là, ce constat? Qu'on vous traite à égalité et qu'on vous considère... C'est la notion d'égalité, c'est qu'on se sent pas à égalité, mais quoi, juridique? Culturel, comment on définit? Je veux dire, être français, c'est être républicain, c'est donc être attaché à cette valeur de l'égalité, au fait que pour les républicains, il y a vraiment cette idée que c'est important pour nos relations politiques. Enfin, les républicains ont cette vision intersubjective de la relation politique selon laquelle nous devons pouvoir regarder l'autre en face sans nous soumettre à sa volonté. C'est une idée que nous héritons de Rousseau, cette idée que vraiment nous devons pouvoir être à égalité. À partir du moment où vous avez des symboles, des normes culturelles qui font que certaines personnes sont considérées comme des citoyens de seconde classe parce qu'ils ne sont pas pleinement français, une norme culturelle très largement répandue en France et considère que les personnes de couleur ne sont pas pleinement françaises. Alors évidemment, quand quelqu'un comme Nadine Morano le dit haut et fort, ça fait hurler tout le monde, mais si vous creusez un peu, beaucoup de gens auront cette idée que dans un quartier, si de plus en plus de personnes de couleur s'installent, ils ne se sentent plus chez eux. Quand on dit ça, c'est qu'on a intériorisé une norme de francité qui est associée à l'idée de blancheur et ce qui est absolument contraire. Donc ça, c'est lié à des normes culturelles. Je vois votre voisin de droite secouer la tête. Tout à fait, mais je veux dire, l'idée que je veux faire passer, c'est que si l'identité nationale est une identité à la fois culturelle et politique, les principes politiques qui la fondent doivent nous amener à accepter que l'égalité politique est au cœur de notre identité nationale, doit nous amener à revoir en profondeur certaines normes culturelles qui nous paraissent évidentes parce que, pour des raisons historiques, pour des raisons d'habitude, de routine sociale, nous considérons qu'être français, c'est globalement être comme ci ou comme ça. Et vous l'avez dit vous-même, être français, c'est être républicain et accorder de l'importance à la valeur de l'égalité. Oui, mais ça a des effets culturels et ça a des effets pour le vécu personnel, justement. Et pour compléter ce que vous venez de dire, j'ajouterais qu'il ne faut certainement pas croire que l'école pourra résoudre tous les maux de la société française à l'heure actuelle et que l'identité française, comme je le disais tout à l'heure, passe essentiellement aussi par l'égalité juridique et politique et qu'à ce titre, au-delà de la révision et de la pluralisation de notre symbolique nationale, ce qu'il convient aussi d'affronter, c'est ces problèmes d'inégalité, d'injustice. Je veux dire, si la justice, comme le disait Durkheim, est la dernière foi commune des peuples modernes, c'est aussi le déni de justice, le sentiment d'injustice quand on ne se sent pas reconnu, quand on se sent discriminé, et il y a suffisamment de faits quand même qui l'attestent, c'est ce déni de justice qui peut aussi expliquer qu'il y ait des phénomènes de marginalisation sociale, de ghettoisation, qui font que tous les maux qu'observent les professeurs dans certains quartiers difficiles ont des racines sociales profondes qui tiennent peut-être justement au
fait que le régime républicain n'est pas à la hauteur de ses promesses. Durkheim le disait bien, je veux dire, cette solidarité organique, elle doit garantir aux individus la possibilité d'exprimer, il disait en ces termes, la force sociale qui est en eux, c'est-à-dire leur autonomie, leur personnalité, et il ne faut pas que des anciens préjugés relatifs à l'ancienne forme de solidarité, mécanique par similitude, donc des préjugés qui les ramèneraient à leurs origines, les empêchent de bénéficier de l'accès à la place qui devrait être légitimement la leur dans ce nouveau corps social. Donc, tout ce qui empêche l'égalité des chances, toutes les formes de discrimination, de préjugés qui empêchent l'égalité des chances de se réaliser, sont des choses qui minent, comme le disait Durkheim, l'âme de la nation. Et c'est, à mon avis, ces injustices, quand elles ne sont pas réglées politiquement, qui vont générer des pathologies sociales. Comment faites-vous lorsque vous assistez à ce qui s'est passé, c'était il y a un an? Comment est-ce que vous n'êtes pas frustré de vous dire mais je n'ai pas une intervention suffisante pour me faire entendre et essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens? Est-ce que ça suffit d'écrire des articles dans ces cas-là, en clair? Sur les questions de l'immigration et l'intégration, ça fait 20 ans qu'on a des travaux qui disent très clairement, qui avancent des résultats qui montrent que la dérive ethno-nationaliste à laquelle nous assistons est une voie sans issue et quelque chose qui ne correspond pas à la réalité des relations sociales, qu'il n'y a pas de mauvaise volonté d'intégration, que les soi-disant replis communautaires sont généralement réactifs, liés à des difficultés d'intégration, liés à la discrimination, difficultés d'accès à l'emploi, au logement et autres. Donc toutes ces choses-là, je veux dire, on les sait, elles sont déjà diffusées en partie. La vraie question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que il y a un moment, donc je suis pas sûre que les prises de parole n'aient pas été faites. Moi, ma frustration et mon interrogation, c'est de savoir pourquoi est-ce que ce discours ne passe pas, qu'est-ce qui explique les blocages qui font que même si cette parole a été prise, cette parole publique a été prise par beaucoup de collègues qui travaillent sur des questions proches, pourquoi est-ce qu'elle est aussi inefficace? La question du multiculturalisme en France est ultra politisée. Elle est ultra instrumentalisée par les partis ethno-nationalistes et on le voit bien à l'heure actuelle dans le glissement des catégories. Le fait que le Front National s'appelle les Patriotes, que l'ex-UMP ait décidé de se rebaptiser les Républicains, alors que ce sont des notions clés de la tradition républicaine française, et il donne à ces étiquettes politiques un sens complètement contraire à l'idéal républicain qui est de dire que nous sommes tous égaux en dépit de nos origines, de nos différences. Alors que, au contraire, dans leur discours, c'est une manière ce terme est récupéré, il est cannibalisé pour défendre une vision ethno-nationale de la communauté nationale. Donc là, il y a un tel phénomène de récupération, si vous voulez, ça soulève de telles passions politiques sur cet objet-là que parfois, c'est vrai que moi, je me heurte à un mur, à des gens qui tout simplement ne veulent pas entendre. Parce que le débat est déjà trop politisé, trop instrumentalisé. Et donc, il faut vraiment faire attention au type de personnes à qui on va adresser ce discours et pour savoir s'il sera audible. Le multiculturalisme passe par des réformes institutionnelles, des politiques publiques, des droits culturels qu'on va accorder aux groupes pour préserver justement d'une certaine manière leur possibilité d'avoir accès à leur contexte culturel. Et qu'une fois que ces institutions sont mises en place, ça a des effets intégrateurs. Ce que décrit Weinstock dans son témoignage. Généralement, quand on parle de multiculturalisme en France, on le voit comme quelque chose qui trahit la crise de l'intégration, le repli identitaire des minorités sur elles-mêmes, le refus de s'intégrer, le manque de bonne volonté d'intégration, alors que dans le projet politique canadien, ce qu'on voit, c'est que c'est exactement l'inverse qui se passe. Le but de ces institutions qui relèvent du multiculturalisme est précisément d'intégrer les immigrés, les minorités nationales, les peuples autochtones, de leur montrer qu'ils ont leur place dans la nation canadienne, qui se définit d'ailleurs par l'image de la mosaïque, la nation mosaïque, et que sans ces institutions-là, l'intégration faillirait. Donc voilà, je pense que... Mais au fond, la question du multiculturalisme, elle est à la croisée entre une réflexion sociologique, vous l'avez dit, sociale au sens plus large du terme, culturelle et politique, puisque la question est de savoir quelle identité politique nous pouvons accorder à une identité qui, elle, se définit comme étant culturelle. Tout à fait, c'est le problème de la possibilité de cette mosaïque. Comment la mosaïque peut-elle tenir? Alors, je pense que l'intérêt de ces pratiques, c'est de comprendre que nous devons renoncer à l'idée qu'il doit y avoir une corrélation entre l'unité politique et l'unité culturelle, de la même manière qu'on a renoncé à la corrélation entre unité politique et unité religieuse. On n'a plus besoin d'une religion officielle pour unir les citoyens. Et ça, on a plus de mal en France à le faire. Ah, tout à fait. Charles Gérard, sur cette question. Oui, bien sûr, on a plus de mal. C'est lié notamment au problème de mécompréhension ou de traduction. Le mot multiculturalisme renvoie à toute autre chose en France. Ouais. C'est utilisé souvent comme un épouvantail dans le discours public pour renvoyer à ce qui est perçu comme une volonté on parle aussi de communautarisme, de repli sur soi, de non-intégration précisément. Donc complètement à rebours du sens que ce terme prend dans le travail proprement philosophique ou en théorie politique dans différentes disciplines.